Par un chaud après-midi de juillet, dans la campagne de l'Indiana, la famille Carter franchit les grilles de la foire du comté de Willow avec cette fébrilité qui ne se manifeste qu'une fois par an. La foire existait depuis des décennies, attirant des familles de toutes les villes environnantes. On entendait la musique bien avant d'apercevoir les lumières de la fête foraine. De vieilles chansons country qui flottaient par-dessus les rires. Les cris du bétail et le ronronnement mécanique des manèges montaient à peine 2 jours plus tôt. Pour Evan Carter, 7 ans, cet endroit était magique. Il avait compté les jours tout l'été, encerclant la date sur le calendrier familial d'un marqueur bleu, rappelant chaque matin à ses parents combien de nuits il restait avant le retour de la foire. Evan était le genre de garçon dont on se souvenait. Petit pour son âge, une tignasse blonde indomptable et l'habitude de parler aux animaux comme s'il comprenait chacun de ses mots. Il tenait un bâton de barbe à papa dans une main et, de l'autre, tirait sur le bras de sa sœur aînée, Hannah, l'entraînant vers le zoo pour enfants. Elle le taquinait, lui disant qu'il agissait comme s'il n'avait jamais vu de chèvre, mais elle le suivit quand même, car voir son sourire valait toutes les moqueries du monde. Le zoo pour enfants était bondé, rempli de familles et de jeunes enfants qui se pressaient contre les barrières en bois pour caresser des agneaux, des veaux et des lapins. Evan se fondit dans le chaos. Ses parents se tenaient un peu à l'écart, se demandant s'ils devaient prendre une limonade avant ou après que les enfants aient fini. Rien dans cet instant ne semblait anormal. Rien ne laissait présager qu'ils n'étaient qu'à quelques secondes du moment qui allait changer leur vie pour toujours. Evan nourrit une chèvre, laissa tomber quelques brins de foin, rit quand l'animal lui donna un coup de tête pour en avoir plus, puis il se retourna vers sa sœur, juste pour s'assurer qu'elle était toujours là. Hannah hocha la tête en souriant. Elle tourna un instant la tête pour répondre à sa mère, un bref échange sur le lieu de rendez-vous après le zoo. Quand elle reporta son regard sur son frère, il n'était plus là. D'abord, elle supposa qu'il avait simplement changé d'enclos. Les enfants tournaient sans cesse en rond. Elle l'appela par son nom, s'attendant à le voir réapparaître, mais il ne répondit pas. Elle fit un pas en avant, se faufilant dans la foule, appelant de nouveau. Sa voix se fit un peu plus perçante. Personne ne répondit. Les chèvres continuaient de mâcher. Les parents continuaient de rire. La musique de la foire continuait de jouer. Et pourtant, quelque chose autour d'elle sonnait faux. Elle se retourna vers ses parents, la confusion commençant à se lire sur son visage. Au moment où elle les atteignit, la panique avait déjà pris racine dans sa voix. « Maman, je ne vois pas Evan. » Au début, ils pensèrent qu'elle plaisantait ou qu'elle exagérait. Sa mère balaya l'enclos du regard, s'attendant à voir une petite tête blonde surgir de derrière les jambes de quelqu'un. Son père fit rapidement le tour de l'enclos, scrutant la zone. Rien. Ils élargirent le cercle. Toujours rien. Quelques minutes passèrent, juste assez pour que la boule dans leur poitrine se transforme en quelque chose de plus aigu, de plus lourd, de plus difficile à ignorer. En moins de 10 minutes, ils couraient. Le personnel de la foire communiquait par radio, inspectant les stands voisins, demandant aux vendeurs de garder l'œil ouvert pour un petit garçon avec un t-shirt à rayures rouges. Les gens s'écartaient tandis que les Carter se frayaient un chemin à travers la foule, criant le nom d'Evan de plus en plus fort. Au bout d'un quart d'heure, quelqu'un appela le bureau du shérif. Un avis de recherche pour enfants disparus fut diffusé sur toutes les radios des adjoints du comté. Les agents déjà sur place commencèrent à fouiller le parc des expositions avec l'urgence de ceux
qui savait à quelle vitesse un enfant pouvait disparaître dans un lieu si bondé. La foire du comté de Willow accueillait près de 3000 personnes ce jour-là. Les familles se déplaçaient au coude à coude entre les stands de jeux et les food trucks. Des adolescents attendaient en file pour les manèges. Des vendeurs criaient par-dessus le bruit pour attirer les clients. Et quelque part dans cette mer dense et mouvante de corps, Evan avait disparu. Pas simplement égaré, pas simplement caché, mais disparu d'une manière qui défiait toute logique. Les adjoints ordonnèrent la fermeture des grilles. Aucune voiture n'était autorisée à sortir. On expliqua aux visiteurs qu'il s'agissait d'une urgence mineure, qu'un enfant était porté disparu et que tout le monde devait rester calme. Certains obéirent sans poser de questions. D'autres s'impatientèrent, insistant sur le fait qu'ils avaient des obligations. Quelques-uns semblaient simplement confus. Mais la raison du confinement devint claire lorsque les agents commencèrent à vérifier chaque toilette, chaque stand, chaque remorque derrière les stands de nourriture. Evan n'était dans aucun d'eux. Ses parents suivaient les agents à travers le parc, répondant à leurs questions à travers leurs larmes. Que portait-il? Avait-il des poches? Aurait-il pu partir de lui-même? Avait-il déjà fait quelque chose de semblable? Il répondait à tout avec la même urgence, la même incrédulité. Evan n'était pas du genre à s'éloigner. Il n'était pas du genre à fuguer. Et même s'il avait essayé, quelqu'un l'aurait vu. Mais personne ne l'avait vu. À mesure que les recherches s'étendaient, la peur grandissait. Des gens qui n'avaient rien vu plus tôt se repassaient la journée dans leur tête, essayant de se souvenir s'ils avaient croisé un enfant en pleurs ou remarqué un garçon marchant seul. Les rumeurs se propagèrent rapidement. Quelqu'un affirma avoir entendu un cri, bien que personne d'autre ne puisse le confirmer. Quelqu'un d'autre dit qu'un garçon correspondant à la description d'Evan avait été vu près de la grande roue. Lorsque les adjoints vérifièrent, l'opérateur du manège insista sur le fait qu'il n'avait vu personne quitter la file d'attente de manière inattendue. Plus les gens parlaient, plus la situation devenait confuse. Après 2 heures, le parc des expositions était méconnaissable. Les agents se déplaçaient dans la foule avec détermination. Des volontaires s'alignaient pour recevoir des instructions et la famille Carter se tenait près du poste de commandement, dans un état de choc silencieux qui rendait tout ce qui les entourait flou. Le nom d'Evan résonnait dans les haut-parleurs. Anna répétait sans cesse qu'elle n'avait détourné le regard qu'une seconde. Son père secouait la tête, essayant de rejouer la scène, de trouver quelque chose qui leur aurait manqué. Alors que le soleil déclinait, projetant de longues ombres sur les chemins poussiéreux de la foire, les adjoints élargirent de nouveau le périmètre. Ils commencèrent à vérifier sous les gradins, derrière les générateurs, à l'intérieur des remorques à bétail, partout où un petit enfant aurait pu se cacher ou être caché. Une équipe d'agents se déploya en quadrillage dans le champ voisin, marchant lentement, scrutant le sol à la recherche d'empreintes. Les seules traces qu'ils trouvèrent appartenaient à des adultes, des vendeurs et du bétail. Pas une seule petite empreinte ne s'éloignait du zoo pour enfants. Ce détail troubla les enquêteurs. Si Evan était parti de lui-même, le chemin de terre aurait dû garder une trace, une marque, un frottement, n'importe quoi indiquant une direction. Au lieu de cela, c'était comme s'il s'était volatilisé sans même toucher le sol. Alors que le crépuscule virait au bleu-violet profond, des lampes de poche illuminaient le parc comme des essaims de lucioles. Les adjoints retournèrent voir les premiers témoins, leur demandant de revoir leur récit. La plupart répétèrent ce qu'ils avaient dit plus tôt. Ils n'avaient rien vu d'inhabituel. Mais un vendeur marqua une pause avant de répondre.
Il tenait un stand de beignets près de l'allée principale et se souvint de quelque chose qu'il n'avait pas jugé utile de mentionner. Il dit aux agents avoir vu un homme avec une veste en jean délavé se déplaçant rapidement dans la foule. L'homme ne courait pas, mais il ne flânait pas non plus. Il avait la tête baissée et semblait se frayer un chemin avec détermination. Ce qui avait attiré l'attention du vendeur, c'était la façon dont il tenait le poignet d'un enfant avec fermeté, une fermeté excessive, le traînant plus qu'il ne le guidait. Le vendeur avait supposé qu'il s'agissait simplement d'un parent frustré aux prises avec un enfant grincheux. Il ne lui était pas venu à l'esprit de regarder le visage de l'enfant. Pressé par les agents, il admit autre chose. L'enfant ne se débattait pas, mais sa démarche n'avait rien de naturel. Il était tiré. Les adjoints balayèrent immédiatement le parking à nouveau. Ils vérifièrent chaque véhicule dans un rayon de 400 mètres de cette allée. Certaines voitures étaient verrouillées et intactes. D'autres appartenaient à des familles qui attendaient toujours la levée du confinement. Quelques propriétaires s'irritèrent lorsque les agents demandèrent à ouvrir leurs coffres, mais ils obtempérèrent. Rien de suspect ne fut trouvé. Pourtant, le détail de la veste en jean changea tout. C'était la première piste concrète de la nuit, et elle pointait vers une possibilité que personne ne voulait accepter. Un enlèvement. Les adjoints interrogèrent plus de gens, montrant une esquisse de la veste décrite par le vendeur. Une grand-mère vendant des jouets tricotés se souvint avoir vu quelqu'un de similaire se diriger vers la sortie ouest, près du parking en gravier. Un couple d'adolescents se rappela avoir été bousculé par un homme qui jetait sans cesse des regards par-dessus son épaule. Aucun des deux ne se souvenait avoir vu un enfant. Les récits ne concordaient pas parfaitement. Les heures ne correspondaient pas. Les directions variaient, mais tous décrivaient la même veste. Vers minuit, le parc commença enfin à se vider de manière contrôlée. Les familles partirent, tenant leurs enfants près d'elles, leurs visages empreints de peur et de sympathie. Les agents promirent aux carteurs qu'ils chercheraient toute la nuit. Des volontaires proposèrent de revenir aux premières lueurs. Un poste de commandement resta en place, même après que les haut-parleurs se furent tus. Mais Evan n'apparut pas, et alors que les derniers agents parcouraient le parc, leurs lampes de poche balayant les stands vides, une certitude pesante s'installa en chacun. Quoi qu'il soit arrivé à Evan Carter, cela ne ressemblait pas à une affaire qui se résoudrait facilement. Il ne s'était pas égaré, il ne s'était pas perdu, et il ne s'était pas simplement fondu dans la foule. Quelqu'un l'avait emmené, et le seul indice était le souvenir fugace d'une veste en jean disparaissant dans le bruit d'une foire bondée. À l'aube, le parc des expositions du comté de Willow n'avait plus rien d'un lieu de joie. L'odeur de friture et de foin flottait encore dans l'air, mais les rires, la musique et les couleurs avaient disparu. Des projecteurs dessinaient des cercles crus sur l'herbe piétinée, tandis que les adjoints délimitaient des zones avec du ruban fluorescent. Des dizaines de volontaires arrivèrent avant le lever du soleil, certains encore en pyjama, tenant des lampes de poche et du café. Ils ne cherchaient pas seulement un garçon disparu, ils cherchaient leur propre sentiment de sécurité. Le bureau du shérif prit rapidement le contrôle, établissant un centre de commandement près de la grange à bétail. De là, toutes les ressources que le comté pouvait fournir furent redirigées vers une seule mission: retrouver Evan Carter, 7 ans. En milieu de matinée, la police d'État était arrivée, ainsi qu'une équipe de chiens de recherche et de sauvetage entraînés à pister l'odeur humaine.
L'air était lourd, du genre qui colle aux poumons, et chaque heure qui passait sans piste rendait la respiration plus difficile. Les chiens commencèrent là où Evan avait été vu pour la dernière fois, près du zoo pour enfants. Leur maître se déplaçait lentement, leur laissant de l'espace pour travailler. En quelques minutes, l'un des limiers capta une odeur et tira vivement vers l'allée principale. Une lueur d'espoir traversa tous les visages. Le chien les mena au-delà du stand de limonade, contourna un coin près de la grande roue et se dirigea vers le parking ouest, la même direction que le vendeur avait mentionné la nuit précédente. Mais soudain, la piste s'arrêta. L'animal tourna 2 fois sur lui-même, gémissant, confus. C'était comme si l'odeur d'Evan s'était évaporée dans le gravier. Les agents fouillèrent la zone à 4 pattes, tamisant la poussière et les débris. C'est alors qu'un adjoint repéra quelque chose. Une faible empreinte dans la terre, plus petite que les autres. L'empreinte d'une chaussure d'enfant, à moitié enfoncée dans le sol près de la clôture. Ils la marquèrent, la photographièrent, la mesurèrent. Elle correspondait au basket que portait Evan, mais elle s'arrêtait net, sans aucune autre trace, pour indiquer une direction. Cette découverte changea le ton de la recherche. Il ne s'agissait pas d'un garçon perdu dans le labyrinthe des manèges ou caché sous un banc. C'était autre chose, quelque chose d'intentionnel. À midi, le parc des expositions fut entièrement fermé. Des hélicoptères volaient à basse altitude, utilisant l'infrarouge pour balayer les champs ouverts au-delà de la propriété. Les agents vérifièrent chaque véhicule encore garé à proximité, même ceux appartenant aux employés de la foire. En ville, des barrages routiers furent érigés à chaque sortie d'autoroute, et les radios locales diffusaient la description d'Evan toutes les 15 minutes. La communauté se mobilisa d'une manière que personne ne se souvenait avoir vue auparavant. Des gens venaient des comtés voisins pour aider. Les églises ouvrirent leurs cuisines pour nourrir les chercheurs. Des fermiers apportèrent des quads pour ratisser les champs de maïs qui s'étendaient sur des kilomètres. Mais malgré toute cette main-d'œuvre, il n'y avait rien. Le deuxième jour, la fatigue s'installa. Le soleil se leva sur des visages cloqués et des yeux rouges. Les volontaires pataugeaient dans des fossés boueux, criant le nom d'Evan dans le silence. Les adjoints vérifièrent les canalisations, les puits et les granges qui avaient servi aux expositions de bétail. Chaque nouvelle zone qu'ils déblayaient ne faisait qu'approfondir l'effroi qui s'abattait sur le comté de Willow. De retour au poste de commandement, les enquêteurs commencèrent à interroger les vendeurs un par un. La plupart se souvenaient avoir vu Evan à un moment donné cet après-midi-là, mais leurs déclarations ne concordaient pas. L'homme qui tenait le stand de limonade jura l'avoir vu près du Midway vers 14h30, tenant un ours en peluche qu'il venait de gagner. Une femme du stand de popcorn dit l'avoir aperçu plus près de 15h15 près de la porte du bétail. Seul, l'air perdu. Mais un adolescent opérateur de manège le plaça bien plus tard, vers 16h, observant les autos tamponneuses derrière la clôture, en train de manger sa barbe à papa. 3 témoignages, 3 heures, 3 endroits complètement différents du parc. Les enquêteurs épinglèrent chaque déclaration sur une grande carte aérienne de la propriété. Lorsqu'ils tracèrent des lignes reliant les lieux supposés, un motif émergea. Les observations formaient une trajectoire lente et délibérée depuis le zoo pour enfants vers la bordure ouest du parc, la même zone où l'empreinte de chaussure avait été trouvée. L'implication était terrifiante. Si les 3 témoins disaient la vérité, Evan n'avait pas disparu instantanément. Il avait été déplacé, conduit
ou porté à travers la foire pendant près d'une heure, passant inaperçu au milieu de milliers de personnes, cachées à la vue de tous. Le shérif convoqua une conférence de presse cet après-midi-là. Les caméras capturèrent les visages épuisés des responsables des recherches alors qu'ils demandaient à quiconque avait été à la foire de se manifester avec des photos ou des vidéos. Même si vous pensez que ce n'est rien, dit le shérif, nous avons besoin de le voir. En quelques heures, des centaines d'images affluèrent. Des familles posant près de la grande roue, des enfants mangeant des corn dogs, des adolescents riant près des jeux. Les enquêteurs examinèrent chaque image, scrutant les arrière-plans à la recherche d'un petit garçon blond ou d'un homme en veste en jean. Ils ne trouvèrent rien de concluant. Cette nuit-là, des nuages d'orage s'amoncelèrent, menaçant de balayer le peu de preuves qui restaient. Les adjoints travaillèrent sous la pluie malgré tout, couvrant les chiens de recherche de Pancho et remarquant leur quadrillage avec des bâtons lumineux. Dans un champ voisin, un agent crut entendre quelque chose de faible, comme un cri porté par le vent, mais lorsqu'ils convergèrent sur les lieux, ce n'était que le grincement d'une grille rouillée qui s'ouvrait et se fermait. Le troisième jour, l'espoir commença à se fissurer. Les files de volontaires, autrefois bondées, s'étaient amincies. Les Carter étaient confinés dans une caravane de commandement mobile pour leur intimité, entourés de leurs familles et de conseillers, bien que rien ne puisse atténuer le regard vide dans leurs yeux. Le parc des expositions, autrefois si vivant et lumineux, semblait maintenant hanté. Manège démonté, stand vide, une odeur de pluie et de diesel flottant dans l'air. Les enquêteurs réexaminèrent la chronologie, cherchant désespérément quelque chose qu'ils auraient manqué. Chaque piste les ramenait à ce parking en gravier. Chaque piste olfactive, chaque témoignage, chaque instinct pointait là, puis s'arrêtait net. C'était le genre d'impasse qui mettait mal à l'aise même les enquêteurs les plus chevronnés. Tard ce soir-là, l'enquêteur principal du shérif, fatigué et trempé par l'orage, fixa la carte et dit doucement à personne en particulier. « Il n'est pas sorti d'ici à pied. Quelqu'un l'a porté. » Les mots restèrent en suspens dans l'attente bien après que la pluie eut cessé. Lorsque la recherche passa officiellement du statut de sauvetage à celui de récupération, personne ne voulut le dire à voix haute. Les volontaires rentrèrent chez eux. Les projecteurs s'éteignirent. Ce qui resta fut le silence. Un silence qui enveloppa le parc des expositions comme un brouillard, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Et juste au-delà de la clôture, à moitié enfouie dans le gravier et la poussière, l'unique empreinte de chaussure partielle attendait, seul signe qu'un garçon de 7 ans avait jamais été là. Il faudrait des années avant que quiconque sache à quel point ils étaient passés près. Dans les semaines qui suivirent, le bruit autour de l'affaire commença à s'estomper, mais le silence qui le remplaça était d'une certaine manière plus assourdissant. Les premières 48 heures avaient été un cauchemar éveillé. Les équipes de recherche sans fin, les projecteurs balayant les champs vides, le son des radios crépitant de faux espoirs. Mais lorsque le parc des expositions fut finalement vidé et que les équipes de télévision eurent remballé leurs camionnettes, les Carter se retrouvèrent dans une maison qui ne ressemblait plus à un foyer. La chambre d'Evan restait intacte. Son sac d'école était toujours accroché près de la porte. Ses chaussures, l'autre paire, pas celles que la police avait trouvées dans le gravier, étaient posées près de son lit, attendant des pieds qui ne reviendraient jamais. Au début, le bureau du shérif tenta de maintenir l'élan.
Tous les quelques jours, une nouvelle piste faisait surface. Quelqu'un affirma avoir vu un garçon qui ressemblait à Evan dans une station-service du sud de l'Indiana, assis à l'arrière d'une berline rouge délavée. Une employée jura avoir reconnu sa photo sur les avis de recherche, mais la vidéo de surveillance était trop granuleuse, l'heure trop tardive. Le temps que la police arrive sur les lieux, la voiture était partie. Une semaine plus tard, un chauffeur de camion signala avoir vu une enfant en pleurs sur le bas-côté de l'Interstate 64, pieds nus, portant ce qu'il pensait être un T-shirt à rayures rouges. Il ralentit, mais ne s'arrêta pas, supposant que de l'aide était déjà en route. Lorsqu'il entendit les nouvelles sur Evan plus tard dans la nuit, la culpabilité le poussa directement à la caserne de police la plus proche. Les agents passèrent 2 jours à examiner les images de surveillance de chaque caméra d'autoroute dans un rayon de 50 km. Rien ne correspondait. La chronologie du chauffeur était décalée de près d'1 heure. Chaque nouvelle piste apportait une brève bouffée d'espoir, suivie du même vide écrasant lorsqu'elle ne menait nulle part. Les volontaires continuaient à afficher des avis de recherche, même si les coins commençaient à se corner sous l'effet du temps. Les affiches pendaient aux poteaux téléphoniques, aux vitrines des magasins, dans les toilettes des aires de repos, le petit visage d'Evan fixant des étrangers qui ne reconnaissaient plus son nom. Les rumeurs commencèrent à combler l'espace laissé vacant par les faits. Certains disaient qu'il avait été enlevé par quelqu'un du carnaval, un vagabond peut-être, qui se déplaçait avec les foires de ville en ville. D'autres croyaient qu'il avait été vendu, victime d'un trafic, caché quelque part de l'autre côté de la frontière. Le bureau du shérif tenta d'étouffer les spéculations, mais dans une petite ville, les chuchotements se propagent plus vite que la vérité. Au sein du foyer Carter, le chagrin se mua en repli sur soi. Le père d'Evan, Mark, passait la plupart de ses journées dans le garage, bricolant avec ses outils, parlant très peu. Il arrêta de travailler pendant un certain temps, puis y retourna uniquement parce que les factures, elles, ne s'arrêtaient pas. Les gens le décrivaient comme quelqu'un de calme avant la tragédie, mais maintenant, il était silencieux d'une manière qui déconcertait même ses plus proches. Sa femme, Laura, prit la direction opposée. Elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle appelait chaque enquêteur, chaque bureau d'État, chaque groupe de défense des enfants qui voulait bien l'écouter. Elle constitua des classeurs remplis de pistes, de coupures de journaux, de chronologies et de cartes. Chaque page était surlignée, contre-référencée et datée. C'était devenu sa nouvelle religion. Trouver son fils, ou du moins la vérité sur ce qui lui était arrivé. Leur fille, Hannah, portait son propre fardeau. Elle n'avait que 11 ans quand Evan a disparu, assez âgée pour comprendre la notion de faute et assez jeune pour la prendre entièrement sur elle. Elle se repassait la journée encore et encore, ce simple instant où elle avait détourné le regard. Parfois, elle avouait à sa mère qu'elle sentait encore sa main dans la sienne, puis le vide soudain quand elle avait disparu. Laura lui disait que ce n'était pas sa faute, mais de tels mots n'atteignent jamais l'endroit où vit la culpabilité. Les enquêteurs le ressentaient aussi, une frustration silencieuse qui montait derrière les portes closes. Ils avaient interrogé tout le monde, suivi chaque piste, fouillé les comtés environnants plus d'une fois. Sans nouvelles preuves, l'affaire commença à se refroidir. Il n'y avait aucune demande de rançon, pas de véhicule d'enlèvement confirmé, aucune preuve qu'Evan ait jamais quitté le champ de foire vivant. À l'automne, les recherches s'étaient réduites à une poignée de volontaires et à quelques inspecteurs qui refusaient d'abandonner.
Les médias locaux passèrent à autre chose. De nouvelles histoires firent la une des journaux. Le champ de foire du comté rouvrit ses portes des mois plus tard sous une sécurité renforcée, mais la fréquentation chuta de près de moitié. Les familles chuchotaient à propos du garçon disparu sans utiliser son nom, comme si le prononcer à voix haute pouvait ramener les ténèbres. Les Carter tentaient de survivre, chacun à sa manière. Les fêtes de fin d'année passèrent. Noël fut insupportable. Les cadeaux non ouverts d'Evan restèrent sous le sapin jusqu'en février. Laura ne pouvait se résoudre à les ranger. Elle se mit à écrire des lettres à Evan, des centaines, les empilant soigneusement dans une boîte à chaussures sous son lit. Au cas où il rentrerait à la maison, disait-elle. Un an passa. À l'anniversaire de sa disparition, la ville organisa une petite veillée au champ de foire. Une cinquantaine de personnes, peut-être, se présentèrent, tenant des bougies qui vacillaient dans le vent du soir. Le shérif prononça un bref discours sur la persévérance, sur le fait qu'il suivait encore des pistes. Mais sa voix même portait le poids de l'épuisement. Anna se tenait à côté de sa mère, fixant l'enclos vide où se trouvait autrefois le zoo pour enfants. Les rires qui y résonnaient avaient depuis longtemps été remplacés par le silence. Cette nuit-là, Laura rentra chez elle et rouvrit ses classeurs. Elle remarqua des détails que personne d'autre n'avait mentionnés. Les forains qui avaient remballé plus tôt, l'agent d'entretien qui ne s'était pas présenté après la fermeture de la foire, un numéro de téléphone mal retranscrit sur l'un des formulaires de témoignage. Elle appela le shérif le lendemain matin, mais il lui dit qu'ils avaient déjà suivi ses pistes. Elle rappela la semaine suivante. Finalement, ses appels finirent par ne plus recevoir de réponse. L'enquête était techniquement toujours ouverte, mais pour toutes les personnes impliquées, elle était devenue ce que les officiers appellent discrètement un dossier dormant. Aucune nouvelle preuve, aucun mouvement, aucune réponse. Les classeurs retournèrent sur l'étagère. Les avis de recherche se décolorèrent. La vie continua, du moins pour tout le monde. Mais pour les Carter, le temps n'avançait pas. Il s'étirait simplement. Chaque jour sans Evan devenait un rappel qu'il pouvait encore être quelque part, que peut-être quelqu'un, quelque part, connaissait la vérité. Et pourtant, alors que les saisons changeaient et que le monde oubliait, quelque chose restait enfoui dans cette ville, quelque chose qui attendait d'être déterré des années plus tard, lorsqu'une découverte dans la terre ramènerait l'affaire à la vie. Chaque affaire sur cette chaîne demande des semaines de recherche et d'innombrables heures de travail pour découvrir la vérité. Nous le faisons parce que ces histoires comptent et que quelqu'un mérite encore que l'on se souvienne de lui. Si vous voulez que nous continuions à percer ces mystères, veuillez aimer cette vidéo, vous abonner et nous dire dans les commentaires quelle partie vous a le plus touché. Maintenant, revenons à l'affaire. 17 ans s'écoulèrent avant que quiconque ne prononce à nouveau le nom d'Evan Carter au présent. À ce moment-là, le champ de foire avait changé de main, les anciens manèges avaient été remplacés par de nouveaux, et la plupart des gens qui avaient vécu cet été-là avaient discrètement classé ce souvenir. La vie avait continué, mais dans le comté de Willow, l'absence n'avait jamais vraiment disparu. C'était juste devenu quelque chose que les gens évitaient. Puis, par un matin gris, une équipe de construction travaillant à plusieurs kilomètres à l'ouest de la ville mit au jour quelque chose de petit qui n'aurait pas dû être là. Ils défrichaient des terres agricoles pour un projet immobilier, nivelant un sol qui n'avait pas été touché depuis des décennies. Le contremaître le repéra en premier, à moitié enfoui dans la terre compacte,
coincé entre deux racines d'arbre. Au début, il pensa que c'était un déchet, une vieille chaussure jetée il y a longtemps. Mais quand l'un des ouvriers écarta la terre, sa taille les arrêta. Ce n'était pas une chaussure d'adulte. Elle était minuscule, usée et craquelée, le genre de basket qu'un enfant aurait pu porter. Le protocole exigeait qu'il signale tout reste humain ou effet personnel potentiel. En quelques heures, des adjoints du shérif du comté arrivèrent. Ils retirèrent soigneusement la chaussure, la placèrent dans un sac de preuves transparent et notèrent les coordonnées. Elle était éraflée, sa couleur passée à un gris terne, mais une petite fusée de dessins animés brodés sur le côté était encore visible. Ce seul détail fit tiquer un inspecteur. L'avis de recherche d'Evan Carter, archivé, jauni et enterré dans une salle de dossier, décrivait ces baskets exactement de cette façon. L'objet fut envoyé au laboratoire d'État pour des tests ADN. Les résultats revinrent en moins d'une semaine. Le sol avait préservé suffisamment de matière pour une confirmation. L'ADN sur la doublure intérieure correspondait à celui de Laura Carter. La chaussure appartenait à Evan. La nouvelle parvint à la famille Carter un mardi matin tranquille. Après 17 ans de silence, le shérif lui-même se rendit à leur domicile. Pour Laura, ce ne fut pas un soulagement, mais un effondrement. La chaussure était une preuve, mais pas une réponse. Elle signifiait que son fils avait été là, à des kilomètres de tout endroit où ils avaient cherché, et loin du champ de foire où on l'avait vu pour la dernière fois. En moins de 24 heures, l'affaire fut rouverte. De nouveaux inspecteurs rejoignirent l'enquête, apportant avec eux la criminalistique moderne et une technologie que l'équipe d'origine n'avait jamais eue. Ils sortirent toutes les boîtes des archives, dépositions de témoins, cartes, photographies, cassettes audio d'interrogatoire menées des décennies plus tôt. Beaucoup des anciennes pistes étaient devenues froides, mais la nouvelle preuve obligea tout le monde à y regarder de plus près. Le site de la découverte était inhabituel. Les terres agricoles avaient appartenu à un couple âgé, décédé des années avant la disparition d'Evan. Après cela, le terrain était resté vacant. Pas de construction, pas de chemin, pas d'activité. Mais grâce à des photos aériennes et des registres fonciers, les enquêteurs découvrirent quelque chose d'étrange. Derrière les champs, à peine visibles à travers la végétation dense, se trouvait une ancienne route de service qui reliait autrefois une autre propriété plus profondément dans les bois. Cette propriété, selon les registres du comté, avait appartenu à un homme nommé Raymond Holt. Holt. Ce nom ne figurait pas sur la liste des suspects d'origine. C'était un homme à tout faire local, connu pour accepter des petits boulots, réparation de toits, peinture de grange, réparation de clôture. Il vivait seul en bordure du comté dans une ferme délabrée. Les archives montraient qu'il avait été arrêté 2 fois, une fois pour violation de propriété, une autre pour séquestration après un différend avec un locataire qui l'aurait enfermé dans un hangar pour la nuit. Il n'avait jamais été accusé de quelque chose de grave, mais ces incidents dessinaient un profil comportemental qui mettait les enquêteurs mal à l'aise. Holt était mort en 2013, ne laissant derrière lui ni famille ni succession notable. Sa ferme était abandonnée depuis. Lorsque les inspecteurs examinèrent la géographie, il devint clair que sa propriété se trouvait à moins d'1,5 kilomètre de l'endroit où la chaussure d'Evan avait été trouvée. La nouvelle équipe commença à reconstituer la chronologie à partir de 2008. Ils revisitèrent l'idée qu'Evan aurait pu être déplacé délibérément à travers le champ de foire, caché à la vue de tous. À l'époque,
cela semblait impossible, trop coordonné, trop audacieux. Mais maintenant, avec la chaussure retrouvée si loin du périmètre de recherche initial, cette théorie ne paraissait plus si invraisemblable. Si Holt avait eu accès à la route de service derrière le champ de foire, cela aurait pu lui fournir une sortie dissimulée, contournant le parking et tous les points de contrôle qui avaient été bouclés cette nuit-là. Les inspecteurs interrogèrent des personnes qui avaient connu Holt. Les voisins le décrivaient comme calme, mais étrange. Il restait dans son coin, quittait rarement sa propriété et était connu pour brûler des déchets tard dans la nuit. Une femme se souvint que durant l'été où Evan avait disparu, le camion de Holt avait été vu en ville plus souvent que d'habitude. Une autre se rappela avoir entendu parler d'un jeune garçon visitant la propriété sans pouvoir se souvenir où elle avait entendu cela. Le bureau du shérif commença à fouiller les anciens bons de travail du champ de foire de cette année-là. Il s'avéra que Holt avait été engagé comme agent d'entretien temporaire pour l'équipe de montage, payé en espèces. Aucune trace officielle, au-delà d'un prénom, inscrit sur un registre de sous-traitants. Il aurait eu un accès complet aux zones réglementées, y compris les portails de service et les routes de livraison. Cette découverte fit passer l'affaire de la spéculation à quelque chose de bien plus sombre. Des équipes de la police scientifique furent déployées sur l'ancienne propriété de Holt. Même après près de 2 décennies, les analystes de scènes de crime pensaient que le sol et les matériaux à l'intérieur de la maison pourraient encore contenir des traces, des fibres, des cheveux ou des résidus. Des chiens renifleurs de cadavres furent amenés, et bien que la majeure partie de la propriété soit envahie par la végétation, ils réagirent près d'un hangar de stockage effondré et d'un vieux puits rempli de débris. Les enquêteurs balisèrent la zone pour des fouilles. À l'intérieur de la ferme, le temps s'était arrêté. Les meubles étaient couverts de poussière. Le papier peint se décollait des murs et une légère odeur de décomposition persistait sous la moisissure. Dans une pièce, ils trouvèrent de vieux journaux empilés jusqu'à la taille, datés de 2006 à 2010. Sous la pile, un vieil appareil photo Polaroid. Ils cataloguèrent tout. Alors que la nouvelle se répandait, les médias ravivèrent l'histoire qui avait été longtemps enterrée. Les gros titres à travers l'État annonçaient « Nouveau rebondissement dans l'affaire du garçon disparu il y a 17 ans ». Pour la famille Carter, c'était comme rouvrir une blessure qui n'avait jamais guéri. Anna, maintenant dans la vingtaine, rentra à la maison pour la première fois depuis des années. Sa mère refusa de parler aux journalistes. Mark resta assis en silence pendant la conférence de presse, les yeux fixés au sol. Pour les enquêteurs, l'objectif était désormais simple, trouver un lien entre Holt et la nuit de la foire. Un membre survivant de l'équipe de recherche originale leur raconta quelque chose qui l'avait toujours dérangé. Un camion pick-up vu garé le long d'un chemin de gravier à l'ouest du champ de foire. Aperçu brièvement par un volontaire des heures après le bouclage, personne ne l'avait vérifié car il n'était pas à l'intérieur du périmètre de recherche. Ce chemin, dont on savait maintenant qu'il menait vers les terres de Holt, avait été écarté comme non pertinent. 17 ans plus tard, cette seule négligence était devenue le centre de l'enquête. Les inspecteurs ne pouvaient pas encore dire avec certitude ce qui s'était passé, mais les pièces s'assemblaient pour former une possibilité glaçante. Evan n'avait pas simplement disparu. Il avait été emmené, caché et déplacé par des chemins
que personne n'avait fouillé. Et maintenant, après toutes ces années, la terre elle-même commençait à le rendre. Ce qu'il trouverait à l'intérieur de cette ferme dans les jours suivants confirmerait à quel point la vérité avait toujours été proche, et comment la vie tranquille d'un homme en marge de la ville avait dissimulé quelque chose de bien plus sinistre. La ferme se dressait au cœur des bois, ses murs gris et affaissés par des années de négligence. Lorsque l'équipe de la police scientifique arriva, un silence pesant flottait dans l'air, épais, immobile, presque conscient. Les marches du perron cédèrent sous leurs bottes, le plancher à l'intérieur se courbait avec l'âge, et des toiles d'araignée encadraient les portes comme des rideaux. Personne n'y avait mis les pieds depuis 12 ans, et pourtant, d'une certaine manière, on avait l'impression que quelqu'un n'était jamais parti. Ils commencèrent le processus lent et méthodique de fouille de chaque pièce. La poussière se soulevait à chaque mouvement, captant la lumière qui filtrait par les fenêtres brisées. Le salon était vide, à l'exception d'un canapé déchiré et d'une lampe rouillée. Dans la cuisine, des bocaux de clous et de vis étaient soigneusement étiquetés sur le comptoir, chacun couvert de crasse. C'était le genre d'organisation obsessionnelle qui n'avait de sens que pour quelqu'un qui avait passé beaucoup de temps seul. Dans le coin de ce qui aurait pu être une chambre, l'un des enquêteurs remarqua quelque chose d'anormal. Les planches sous ses pieds sonnaient différemment, creuses. Ils les soulevèrent, un clou à la fois, révélant une petite boîte en métal coincée entre les poutres. À l'intérieur se trouvaient des objets qui n'avaient rien à faire dans une maison comme celle-ci. Le premier était un petit dinosaure en plastique vert, sa queue ébréchée et sa couleur passée, mais incontestablement un jouet d'enfant. Le second était un bracelet en papier déchiré de la foire du comté de Willow, l'encre presque effacée par le temps, mais encore faiblement lisible. Et puis, au fond, une unique photographie Polaroid. La photo montrait un jeune garçon assis sur une chaise en bois dans ce qui semblait être la même ferme. Ses yeux étaient gonflés, son visage strié de larmes. Le cadre coupait juste sous le menton, masquant la majeure partie de son visage, mais ses vêtements étaient clairs. Un t-shirt à rayures rouges, un short en jean et des baskets avec de petites fusées brodées sur les côtés, la même tenue qu'Evan Carter portait le jour de sa disparition. La pièce devint silencieuse. Personne ne dit rien pendant plusieurs secondes. La photo n'était pas seulement une preuve, c'était une fenêtre sur une vérité qui était restée enfouie pendant près de 2 décennies. Les enquêteurs emballèrent soigneusement les objets et commencèrent à tout documenter. Les photographes de la police scientifique capturèrent chaque centimètre de la découverte, chaque éraflure, chaque grain de poussière. Au fil de la journée, ils fouillèrent le reste de la maison. Dans une pièce à l'arrière, ils trouvèrent de vieux carnets remplis de noms, de dates et de numéros de téléphone, des listes de petites villes à travers l'Indiana, l'Ohio et le Kentucky. La plupart correspondaient aux itinéraires des carnavals itinérants et des foires de comté du début des années 2000. Certaines avaient des coches à côté, d'autres étaient barrées. Les inspecteurs reconstituèrent la chronologie de Holt en utilisant tout ce qu'ils purent trouver. Grâce au registre des fournisseurs de 2008, ils confirmèrent qu'il avait travaillé à la foire du comté de Willow cette année-là comme agent d'entretien. Sa fiche de pointage le plaçait sur le site pendant 4 jours avant la disparition. Un vieux reçu de carte de crédit d'un vendeur montrait un achat de 2 limonades à un stand près du zoo pour enfants, horodaté quelques minutes avant la disparition d'Evan. Ce simple reçu reliait Holt à la scène d'une manière que personne n'avait vue auparavant. Cela signifiait que pendant que des centaines de policiers cherchaient Evan à travers les champs,
l'homme responsable était là, juste devant eux, se fondant dans la foule. Les enquêteurs se penchèrent sur les antécédents professionnels de Holt. Il n'avait pas de dossier d'emploi stable, juste des boulots au noir dispersés dans des foires et des carnavals itinérants à travers plusieurs États. Le schéma était glaçant. Chaque été, son nom apparaissait dans un nouvel endroit, suivant toujours le même circuit de foires de petites villes. Avec cela, venaient des signalements non confirmés d'autres enfants disparus, des incidents isolés qui n'avaient jamais attiré suffisamment l'attention pour être reliés. Les analystes de la police scientifique comparèrent les empreintes digitales de la boîte en métal avec les quelques-unes enregistrées lors des arrestations antérieures de Holt. Elles correspondaient. La boîte avait été cachée de ses propres mains. Mais les objets à l'intérieur, le bracelet d'Evan, son jouet et ce Polaroid racontaient une histoire que personne ne voulait entendre. Plus les enquêteurs en apprenaient sur Holt, plus son passé devenait sombre. D'anciens collègues le décrivaient comme poli, mais étrange. Quelqu'un qui parlait tout seul, quelqu'un qui n'aimait pas être touché. Il travaillait souvent de nuit pour réparer les manèges ou les tentes. Un homme se souvint que Holt insistait pour vérifier seul les hangars de maintenance. À l'époque, personne n'y avait prêté attention. Mais la question demeurait, si Holt avait enlevé Evan, où était-il allé ensuite? Les inspecteurs fouillèrent la propriété environnante à la recherche d'une sépulture. Un radar à pénétration de sol révéla un sol remué derrière la ferme, mais les fouilles ne mirent au jour que des os d'animaux et du métal jeté. Aucun reste humain. Le puits fut dragué, tamisé et examiné. Rien. Le ravin voisin n'offrit aucun indice. C'était comme si le garçon avait été là, brièvement, puis avait de nouveau disparu. L'équipe d'enquête se tourna vers des experts en comportement pour obtenir des réponses. Ils spéculèrent que la nature recluse de Holt correspondait au profil de quelqu'un qui aurait pu agir sur une impulsion, quelqu'un qui a vu une opportunité et a agi rapidement. Son historique d'emploi à court terme et d'isolement renforçait cette théorie. Il avait à la fois l'accès et les moyens d'enlever un enfant d'une foire bondée sans attirer l'attention. Mais Holt était mort en 2013, emportant avec lui toute la vérité qu'il connaissait. Son certificat de décès mentionnait une crise cardiaque, aucun parent proche, aucun bien de valeur. La ferme était restée intacte depuis. Alors que le travail de la police scientifique touchait à sa fin, l'enquêteur principal se tenait sur le seuil de cette maison en décomposition, regardant la lumière du soleil filtrer à travers les arbres. Les réponses qu'ils avaient trouvées soulevaient plus de questions qu'elles n'en résolvaient. Le Polaroid prouvait qu'Evan avait été là. Le bracelet prouvait que Holt était à la foire. Mais il n'y avait toujours aucun signe de ce qui s'était passé après. L'équipe quitta la propriété avec plus de preuves qu'il n'en avait jamais eu, mais aucune n'apportait de conclusion. Pour la famille Carter, cela signifiait rouvrir des blessures avec lesquelles ils avaient essayé de vivre. Pour les forces de l'ordre, cela signifiait faire face à la possibilité qu'un homme oublié depuis longtemps avait orchestré quelque chose de bien plus calculé que quiconque ne l'avait cru. Et alors que les enquêteurs se préparaient à fouiller les bois entourant les terres de Holt une dernière fois, ils ne pouvaient échapper au sentiment que le sol lui-même retenait la dernière pièce de l'histoire, que quelque part là-bas, au-delà de la lisière des arbres, la réponse à ce qui était arrivé à Evan Carter attendait toujours d'être trouvée.
Les bois derrière la propriété de Holt s'étendaient plus loin que quiconque ne l'imaginait. Lorsque les enquêteurs revinrent des semaines plus tard pour fouiller les terres environnantes une dernière fois, ils portaient avec eux le poids de près de 2 décennies de questions sans réponse. La découverte à l'intérieur de la ferme avait tout changé. Elle avait prouvé qu'Evan avait été là, mais n'avait pas révélé ce qui s'était passé ensuite. Quelque part au-delà de la maison en ruine, il croyait que la vérité attendait. La recherche commença tôt le matin. Le brouillard s'accrochait au sol, doux et lourd, étouffant les sons. Des équipes d'enquêteurs, de spécialistes de la police scientifique et de chiens renifleurs de cadavres se déplaçaient prudemment à travers les broussailles denses, délimitant des sections de la propriété. Ce qui était autrefois des terres agricoles était devenu une nature sauvage, les arbres reprenant possession des terres ouvertes, les vignes s'enroulant sur de vieux poteaux de clôture. Pendant des heures, il n'y eut rien, juste de la boue, le silence et le craquement des bottes sur les feuilles mortes. Puis, l'un des maîtres chiens remarqua une légère dépression dans le sous-bois, un sentier étroit et envahi par la végétation menant en contrebas vers un ravin. Le sentier était à peine visible, avalé par des années de croissance, mais sa forme était délibérée. Il avait été autrefois souvent utilisé, creusé dans le sol par des pneus ou des pas. Ils le suivirent lentement, méthodiquement, les chiens reniflant le sol devant eux. Plus ils s'enfonçaient, plus la forêt semblait devenir silencieuse. À environ 200 mètres, l'un des chiens s'arrêta. Son nez au sol, le corps tendu, la queue raide. Le maître chien le signala. Un autre chien réagit quelques secondes plus tard au même endroit. L'équipe commença à défricher et à marquer l'emplacement avec des fanions orange. Sous une épaisse couche de feuilles, l'un des chercheurs aperçut quelque chose de pâle et d'irrégulier perçant le sol. Ce n'était pas un os à première vue, juste un fragment de quelque chose de blanc et d'usé. Mais lorsqu'ils écartèrent la terre, la forme devint claire, une petite côte humaine. À proximité, un autre morceau d'os, puis un autre. L'excavation prit des heures. Des anthropologues judiciaires furent appelés en renfort. Ils travaillèrent avec soin, centimètre par centimètre, documentant chaque trouvaille, cartographiant la dispersion des restes sur un rayon de 6 mètres. À la tombée de la nuit, ils en avaient découvert assez pour savoir ce qu'ils regardaient. Un squelette humain partiel, de petite taille. Le lendemain, les dossiers dentaires confirmèrent ce que tout le monde craignait déjà. Les restes appartenaient à Evan Carter. La nouvelle frappa le comté de Willow comme un vent glacial. 17 ans d'attente s'étaient achevés en une seule phrase. Il a été retrouvé. Mais les détails, lorsqu'ils arrivèrent, furent encore plus difficiles à entendre. Le rapport médico-légal dressait un tableau obsédant. D'après la décomposition, la position des os et les traces, Evan avait probablement survécu plusieurs heures après son enlèvement, peut-être même toute la nuit. Il n'y avait aucun signe de traumatisme contondant, aucune fracture, aucune blessure de défense. Ce que les preuves montraient, c'était l'exposition, l'hypothermie, la déshydratation et l'épuisement. Le petit garçon avait été laissé dans les bois, blessé et seul, et avait succombé avant l'aube. À proximité,
Les chercheurs trouvèrent des restes de tissu correspondant à une chemise d'enfant, des rayures rouges délavées encore faiblement visibles. Le sol près des restes contenait également des fibres correspondant aux vêtements de travail de Holt. Les enquêteurs conclurent que Holt avait essayé de déplacer Evan, peut-être pour le cacher, lorsque le bouclage policier s'était intensifié, mais avait paniqué à mi-chemin. Le garçon était probablement vivant lorsqu'il avait été abandonné dans le ravin. La chaussure retrouvée qui avait relancé l'affaire s'était détachée lors de cette tentative désespérée. Le bureau du shérif publia une déclaration publique expliquant que l'affaire était officiellement classée. L'enquête a conclu à un homicide par enlèvement et négligence. Holt ne pouvait plus être jugé. Il était mort depuis 12 ans. La conclusion de l'affaire, bien qu'officielle, n'apporta aucune paix. Pour la famille Carter, c'était comme si le deuil recommençait à zéro. Laura Carter ne s'exprima publiquement que des semaines plus tard. Lorsqu'elle prit enfin la parole, sa voix était calme, presque détachée. Elle confia ne plus ressentir de colère, seulement un vide immense là où l'espoir avait autrefois élu domicile. Pendant 17 ans, elle avait imaginé son fils, piégé quelque part, vivant, attendant son retour. L'idée qu'il se soit trouvé à quelques kilomètres de chez eux pendant tout ce temps était insupportable. Hannah, devenue adulte et mère de famille, retourna dans le comté de Willow cet été-là. Elle n'y avait pas remis les pieds depuis son départ pour l'université, tentant d'échapper au spectre de la disparition de son frère. Lorsqu'elle se tint au bord de l'ancien champ de foire, le monde autour d'elle semblait plus petit. Le petit zoo avait disparu, les stands de jeux avaient été remplacés par de nouvelles attractions, mais le son de la musique et des rires flottait toujours dans l'air. Elle marcha jusqu'à l'endroit précis où elle l'avait vu pour la dernière fois, là où elle avait lâché sa main. La culpabilité qui l'avait hantée chaque année de sa vie refit surface intacte, comme si elle ne l'avait jamais quittée. Elle y déposa une petite fleur et resta jusqu'au crépuscule, écoutant le bourdonnement des manèges et l'écho lointain de rires d'enfants qui n'apportaient plus de joie, seulement des fantômes. Le documentaire racontera plus tard comment l'enquête avait bouclé la boucle, comment une chaussure égarée avait mené les inspecteurs à une ferme oubliée du temps, puis à un ravin dissimulé juste derrière, comment le travail de routine d'un homme à une foire de comté lui avait donné accès à des centaines de familles qui n'avaient jamais imaginé que le danger pouvait se cacher à la vue de tous, et comment un seul objet, assez petit pour tenir dans le creux de la main, avait brisé un silence de 17 ans. L'équipe scientifique reconstitua par la suite la séquence la plus probable des événements. Holt se trouvait à la foire, chargé de la maintenance des manèges. Il avait repéré Evan près du petit zoo, distrait, un instant séparé de sa sœur. Il agit vite, l'entraînant à l'écart avant que quiconque ne s'en aperçoive. Il emprunta l'une des routes de service à l'arrière, évitant ainsi les entrées principales. Quand le bouclage du périmètre commença, la panique s'installa. Les projecteurs, les hélicoptères, les chiens de recherche. Holt comprit qu'il n'irait pas loin. Il emmena alors le garçon dans les bois derrière sa propriété, espérant laisser passer le tumulte. Mais quelque chose tourna mal. Que le petit Evan se soit enfui, qu'il ait pleuré, ou qu'il soit simplement devenu impossible à maîtriser, Holt l'abandonna sur place. Les enquêteurs estimèrent qu'il était revenu quelques jours plus tard, peut-être dans l'intention de déplacer le corps, mais qu'il n'en avait pas eu la force. À la place, il enterra ce qu'il put,
et laissa le temps s'occuper du reste. Pendant des années, les orages, les racines et la décomposition avaient dissimulé son acte. La chaussure, libérée par l'érosion, avait refait surface, juste assez pour être découverte par le plus pur des hasards. Le rapport final était clinique, rédigé dans une langue mesurée, mais sous la froideur des faits, la vérité était dévastatrice. Evan Carter n'avait pas été assassiné dans un acte de violence ou de rage. Il avait été enlevé par un homme qui, une fois l'enfant en sa possession, ne savait plus quoi faire. En fin de compte, ce furent la négligence, la peur et la lâcheté qui le tuèrent. Les derniers instants du récit nous ramènent auprès de Hannah, seule sur le champ de foire, bien après l'extinction des Lumières. Elle contemple les allées vides, cette même terre où des empreintes de pas s'étaient jadis évanouies dans le néant. La foire est plus calme aujourd'hui, les foules moins denses, les règles plus strictes. Mais chaque été, cette date anniversaire revient, puis s'efface. Elle confie ne plus venir pour pleurer. Elle vient parce que c'est le dernier endroit où son frère fut heureux. Un instant, le vent porte jusqu'à elle le murmure lointain de rires d'enfants, quelque part au-delà des manèges. Elle ferme les yeux et laisse ce son s'évanouir, car pour la première fois en 17 ans, le mystère n'est plus de savoir où il est allé. C'est la certitude, enfin, qu'il est rentré chez lui, et tandis que le récit s'achève, la voix du narrateur s'attarde sur une dernière pensée. Après toutes les théories, les témoignages, les années de silence, ce ne fut ni un témoin oculaire, ni une confession qui permit de résoudre l'affaire. Ce fut quelque chose de bien plus petit, oublié et enfoui. Une unique chaussure d'enfant qui avait refusé de rester cachée.